Mon beau-père m'a tabassé et a fracassé ma PS5 à cause d'un test de maths. Ma mère a dit, tu l'as bien mérité. Tu ne travailles pas assez. Le lendemain, mon professeur a vu les bleus et les services sociaux, CPS, ont été impliqués. Salut Reddit. Je m'appelle Danny, j'ai 15 ans, et tout cela s'est passé au cours des derniers mois à Indianapolis. D'abord, il faut que je plante le décor. Mon beau-père, Michael, a épousé ma mère, Lorraine, quand j'avais 11 ans. Nous vivions dans l'est d'Indy, dans un de ces quartiers où toutes les maisons se ressemblent et où chacun vit dans son coin. Pendant la première année, il était le beau-père idéal, celui des manuels scolaires. Il m'emmenait voir les matchs des Pacers. Il connaissait les meilleurs restos de burgers du quartier. Une fois, il a passé tout un samedi à m'aider à installer ma PlayStation dans ma chambre, parce que le signal Wi-Fi était horrible près du mur du placard. Si vous nous aviez vus lors d'un barbecue, vous auriez pensé que nous étions la famille parfaite. Mais à la maison, quand personne d'autre n'était là, c'était une autre histoire. Tout a commencé doucement. Si je laissais un plat dans l'évier, il ne disait pas juste quelque chose. Il se taisait. Puis, 2 heures plus tard, il ressortait le sujet au dîner, avec cette voix calme et déçue qui vous donne l'impression d'avoir commis un crime. Lorraine me lançait, le regard, celui qui signifie « excuse-toi juste pour qu'on puisse passer à autre chose ». Alors, je m'excusais. Michael hochait la tête comme s'il me faisait une immense faveur en acceptant. Et le dîner continuait. Avec le temps, j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Ne pas laisser mes chaussures devant la porte d'entrée. Ne pas fermer la porte de ma chambre quand il était là, parce que... Que cachais-je? Ne pas être sur mon téléphone à table, même s'il scrollait sur le sien. Ne pas répondre. Et la définition de « répondre » changeait selon son humeur. Certains jours, je pouvais plaisanter avec lui et il riait. D'autres jours, la même blague me valait un sermon de 20 minutes sur le respect et la chance que j'avais. Le pire, c'est qu'il ne s'y prenait jamais 2 fois de la même manière. Certaines semaines, c'était le silence total. D'autres, c'étaient les cris. Impossible d'anticiper, car l'attaque était toujours différente. C'est ce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. Ce n'est pas une grosse chose terrifiante. Ce sont une centaine de petites choses qui font que vous ne vous sentez jamais en sécurité chez vous. J'ai appris à lire l'ambiance avant même d'entrer dans une pièce. J'écoutais le genre de musique qui passait quand je rentrais de l'école. Du rock classique signifiait que tout allait bien. Si la maison était silencieuse, j'allais directement dans ma chambre et j'y restais. C'était ça, ma vie. Il avait aussi ce truc, il chronométrait mon temps aux toilettes. Je ne plaisante même pas. Si j'y restais plus de 10 minutes, il frappait à la porte pour demander ce que je faisais. Mec, j'ai 15 ans. Parfois, je veux juste m'asseoir là et scroller sur mon téléphone en paix. Mais non, tout dans cette maison devait suivre son emploi du temps. Mon frère aîné, Lucas, avait déjà quitté la maison quand Michael est arrivé. Il a 23 ans maintenant, il vit près de Beech Grove et travaille comme technicien CVC. C'est un gars solide, il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, c'est pour dire quelque chose d'important. Le problème, c'est que Lucas ne savait pratiquement rien de ce qui se passait, parce que Lorraine contrôlait toute l'histoire. À chaque fois que Lucas appelait, elle avait son numéro de claquette prêt. Danny va très bien. Michael est une telle influence positive. Nous sommes tellement bénis. Ensuite, elle me passait le téléphone et je disais, oui, tout va bien. Parce qu'est-ce que j'étais censé dire avec Michael assis à 2 mètres sur le canapé, faisant semblant de regarder la télé? Lucas la croyait. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Lorraine est aussi sa mère. Elle avait l'air heureuse. Je semblais aller bien. Personne n'est devin. Pendant ce temps, les choses à la maison continuaient d'empirer de manière difficile à expliquer à ceux qui n'y vivaient pas. Michael a commencé à vérifier mes notes en ligne chaque vendredi, comme si c'était un rituel religieux. Si une note était en dessous de la moyenne, j'y avais droit avant même d'avoir posé mon sac. Pas de hurlements, pas encore. Juste ce long discours lourd de déception sur le fait que je gâchais mon potentiel, et que, aucun fils à moi ne sera médiocre, alors qu'il n'est même pas mon père, mais je n'allais pas dire ça à voix haute. Lorraine jouait les pompiers de service. Elle me tirait à part après l'un de ses sermons et disait, il veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, ou,
tu sais comment il est, ne le cherche pas. Comme si c'était à moi de gérer les émotions d'un adulte. Maintenant, laissez-moi vous raconter la nuit où tout a basculé. C'était un mardi, fin janvier. Le janvier de l'Indiana, c'est exactement ce que vous imaginez, ciel gris, trottoir fondant, ce genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os pendant que vous attendez le bus. Je venais de récupérer mon test de maths de la semaine précédente. Algèbre 2. Je ne l'avais pas raté, mais j'avais eu 58, ce qui, oui, est mauvais. Je sais. J'avais du mal avec le chapitre et j'aurais probablement dû travailler plus, mais je ne pensais pas que la fin du monde était arrivée pour un seul test. J'ai fait l'erreur de laisser mon sac ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant que j'allais aux toilettes. Quand je suis revenu, Michael tenait le test, debout dans la cuisine, la mâchoire serrée. Lorraine était à la cuisinière et elle l'avait déjà vu, car son visage était figé. Michael n'a pas commencé doucement cette fois. Il est passé de 0 à fond en 2 secondes. Il criait, pas juste par l'effort, il criait. Les veines de son cou saillaient. Il m'a traité de paresseux, de perte de temps. Il a dit que j'allais finir à retourner des burgers sur East Washington et qu'il refusait d'élever un perdant dans sa maison, tout ça pour un test de maths. Je suis resté planté là, sans rien dire, car j'avais appris depuis longtemps que répondre pendant une crise de Michael ne fait qu'empirer les choses. Mais le fait de rester là, silencieux, l'a rendu encore plus furieux. Il m'a ordonné de débrancher ma PlayStation et de la porter au salon. Je n'ai pas dû aller assez vite, car il m'a suivi dans ma chambre, a arraché la console de l'étagère avant même que je puisse l'atteindre et la projeter contre le mur. La coque s'est fendue, le lecteur de disque s'est ouvert, et la console a rebondi contre la plainte pour finir face contre terre sur le tapis. Un des joysticks de la manette a cassé net. Le câble HDMI a été arraché, tordant le port de la télé. En voyant ça, pire qu'un chagrin d'amour, j'ai commencé à pleurer. Pas des sanglots, juste des larmes qui coulaient toutes seules, impossible à arrêter. C'est là que Michael m'a attrapé par la nuque, très fort. Ses doigts se sont enfoncés juste sous mon crâne, il a serré en venant se coller à mon visage pour me dire d'arrêter de pleurer, parce que, les hommes ne pleurent pas pour des jouets. J'ai essayé de me dégager, il a tiré d'un coup sec, et mon visage a heurté l'angle de la commode. Ma lèvre s'est fendue. Il m'a lâché, a sorti son téléphone, a pris une photo de moi, en larmes, et a dit qu'il allait l'envoyer à mes cousins pour qu'ils voient à quoi ressemble un bébé. Puis il a montré la photo à Lorraine, qui nous avait suivis dans le couloir. Elle a regardé la photo, elle m'a regardé, elle a détourné les yeux. Michael est sorti de ma chambre, est revenu avec une ceinture, l'a levé et m'a dit que si je rapportais encore une note pareille, je découvrirais ce que les « vraies conséquences » signifient. Puis il l'a jeté sur mon lit et est parti comme s'il venait de terminer un mardi tout à fait normal. Maman est entrée quelques minutes plus tard. J'ai cru, un instant, qu'elle allait prendre de mes nouvelles. Absolument pas. Elle m'a lancé un gant de toilette froid pour ma lèvre, m'a dit de nettoyer le bazar de la PlayStation et de réfléchir à ce que j'avais fait pour le mettre dans un tel état. J'ai nettoyé, et je me suis couché à 19h30 parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je suis resté allongé à fixer le plafond, en me disant que c'était comme ça que ça allait se passer désormais. Le lendemain matin, j'ai vérifié les dégâts dans le miroir de la salle de bain. Ma lèvre était enflée avec une coupure visible. J'avais des ecchymoses en forme d'empreintes de doigts sur la nuque. Pas énorme, mais visible si on regardait de près. Ma pommette gauche portait un bleu léger là où elle avait heurté la commode. J'ai mis un sweat à capuche, j'ai serré les cordons assez fort pour masquer une bonne partie de ma mâchoire, et j'ai mis un sous-pull en dessous, même si l'école maintient le chauffage à 25 degrés. Tout ce que j'avais à faire, c'était de baisser la tête, ne parler à personne autant que possible, survivre jusqu'à 14h45 et rentrer chez moi. Le trajet en bus s'est bien passé. Personne ne fait attention à personne dans le bus du matin. Tout le monde est à moitié endormi ou sur son téléphone. Je me suis assis au fond, j'ai mis mes écouteurs et j'ai décroché en regardant le trafic défiler par la fenêtre. Juste un mercredi matin ordinaire à Indy. Les 2 premiers cours ont été faciles. Grand groupe, un remplaçant dans l'un d'eux, personne n'a posé les yeux sur moi. J'ai gardé ma capuche et la tête penchée. J'ai séché la cafétéria et mangé une barre de céréales dans le couloir entre 2 cours. C'était l'une de ces barres Nature Valley qui s'émiettent partout. J'ai passé 10 minutes à enlever les miettes d'avoine de mon sweat après. Peu importe.
C'est juste un de ces détails idiots dont je me souviens de ce jour-là. Un gars de mon cours de maths, Jordan, m'a demandé dans le couloir pourquoi ma lèvre était abîmée. J'ai dit que j'avais pris un coup de coude au basket au parc. Il m'a cru. C'est au 3e cours que les choses ont changé. Mon professeur d'anglais, Madame Brennan, est l'une de ces profs qui font vraiment attention. Elle enseigne depuis 20 ans, et elle a cette habitude de lire la pièce avant de commencer. Elle scannait le visage de chacun, comme si elle faisait l'appel avec ses yeux. Je l'ai toujours respectée pour ça, mais ce jour-là, c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'étais assis à ma place habituelle, 2e rangée près de la fenêtre, capuche sur la tête, penché sur mon cahier comme si je révisais. Madame Brennan a commencé le cours et j'ai cru que j'étais tiré d'affaire. Mais environ 20 minutes plus tard, elle m'a posé une question sur le devoir de lecture et j'ai levé les yeux sans réfléchir. J'ai vu qu'elle avait repéré le bleu sur ma pommette. Elle n'a pas réagi tout de suite, a juste dit « Bonne réponse, Danny », et a continué. Mais je l'ai surprise à me regarder 2 autres fois dans les 10 minutes suivantes. Des coups d'œil rapides, comme si elle essayait de confirmer ce qu'elle avait vu. La sonnerie a retenti. « Danny, tu peux rester 1 minute ? Je veux discuter de ta dernière dissertation. » Tout le monde est sorti. Le bruit du couloir s'est estompé. Elle a fermé la porte. Elle n'a pas parlé de la dissertation. Elle a rapproché une chaise de mon bureau, s'est assise et a dit d'une voix très calme qu'elle avait remarqué que j'avais l'air un peu amoché et qu'elle voulait juste s'assurer que tout allait bien. J'ai répondu que j'allais bien, que j'avais foncé dans une porte. Excuse classique, je sais. Elle n'a pas insisté, a juste hoché la tête et dit « D'accord ». Puis, elle a dit quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Elle a dit « Danny, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit si tu ne le veux pas, mais si quelque chose se passe à la maison, je suis tenu de t'aider. C'est ce pourquoi j'ai signé. » Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a touché. Ça sonnait différemment, comme si elle se souciait vraiment de moi. Ou peut-être que j'étais juste fatigué et que je ne pouvais plus tenir le coup. Je n'avais pas dormi. Ma lèvre me faisait toujours mal. Ma nuque était raide à cause des bleus. J'étais assis dans une salle de classe avec un sweat à capuche dans un bâtiment chauffé, essayant de faire comme si tout allait bien alors que rien n'allait. J'ai tout déballé. Pas tout d'un coup, mais assez. J'ai raconté que Michael m'avait attrapé par la nuque. La commode. Je lui ai montré les bleus quand elle a demandé s'il y avait des marques. J'ai parlé de la menace de la ceinture, de la PlayStation. J'ai dit que Lorraine avait tout vu et n'avait rien fait. Madame Brennan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle m'a tendu un mouchoir et a dit qu'elle allait passer un coup de fil, et que c'était pour assurer ma sécurité, pas pour mettre quelqu'un dans le pétrin. Elle m'a expliqué qu'elle était une reporter mandatée, ce qui signifie qu'elle était légalement obligée de contacter le DCS, le département des services à l'enfance. Elle a ajouté qu'elle préviendrait aussi le conseiller d'orientation pour que j'aie quelqu'un à qui parler pendant la journée. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi cet après-midi-là. J'ai dit que je pensais que oui, parce que Michael agissait généralement normalement pendant quelques jours après une crise, comme une sorte de réinitialisation. Elle a dit qu'elle comprenait, mais que les choses allaient avancer à partir de là, quoi qu'il arrive. Elle m'a laissé rester dans sa salle pendant la pause déjeuner. Elle m'a même apporté un sandwich de la salle des profs. Je suis resté là, à manger mon club sandwich, en pensant à quel point tout allait changer. Je ne le savais pas encore, mais les choses allaient aller très vite. Madame Brennan a passé l'appel dans l'après-midi. Dès jeudi matin, une assistante sociale du DCS nommée Angela avait déjà été assignée à mon dossier. L'Indiana prend très au sérieux les signalements des professionnels mandatés. Ils doivent ouvrir une enquête sous un certain délai, et quand il y a des traces physiques sur un enfant, ils agissent vite. Angela s'est présentée à mon école jeudi vers 10h. Elle m'a sorti du cours et nous nous sommes assis dans une petite salle de conférence près du secrétariat. Elle n'a pas perdu de temps avec les politesses, elle avait un presse-papier et son téléphone pour prendre des notes. Elle m'a demandé de raconter exactement ce qui s'était passé. J'ai répété la même chose qu'à Madame Brennan, avec quelques détails en plus. Les cris, l'obsession pour les notes, la façon dont Michael surveille tout dans la maison. Elle m'a demandé de montrer les marques, j'ai montré ma nuque et ma lèvre. Elle a pris des photos avec son téléphone de service et a écrit des descriptions.
Elle m'a demandé si c'était la première fois que Michael devenait violent. J'ai parlé de la fois où il m'avait poussé contre un mur au printemps dernier parce que j'avais oublié de sortir les poubelles. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de marque, donc je n'avais rien dit à personne. Angela a expliqué que, compte tenu de mes descriptions et des blessures visibles, elle allait recommander une visite à domicile. Elle a prévenu qu'un policier pourrait l'accompagner, ce qui est la norme en cas de preuve de violence physique sur mineur. Elle a redemandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi, j'ai dit oui, car honnêtement, Michael était bizarrement gentil depuis mardi soir. Il avait fait des pancakes mercredi matin comme si de rien n'était. C'est son schéma habituel. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la vitesse à laquelle Lorraine l'a appris. Le DCS s'est présenté à la maison vendredi après-midi. Angela est un officier de l'IMPD en uniforme. Michael était au travail, il n'y avait que Lorraine. Angela a expliqué le signalement, a demandé à inspecter la maison et à interroger Lorraine. Et Lorraine, d'après ce que j'ai appris plus tard par Angela, a fait exactement ce que je pensais. Elle a minimisé. Elle a dit que Michael était strict mais aimant. Que j'étais dramatique et sensible. Que les marques devaient provenir du cours de sport ou de bagarre avec des amis. Elle a même dit que la PlayStation s'était cassée parce que je l'avais faite tomber lors d'une crise de colère. Mais Angela avait mes photos, ma déposition, le rapport de Madame Brennan qui appuyait mes dires. La version de Lorraine ne tenait pas la route, et Angela a noté chaque incohérence. Quand Michael est rentré et a découvert que le DCS était passé, la maison est devenue glaciale. Il s'est assis à la table de la cuisine et ne m'a pas adressé un mot de toute la soirée. Lorraine, en revanche, est venue dans ma chambre vers 20h et a fermé la porte. Elle tremblait. Pas par inquiétude pour moi, cependant. Elle m'a demandé, d'une voix basse et tendue, pourquoi j'avais parlé au professeur de nos affaires de famille privées. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Que les gens allaient penser qu'elle était une mauvaise mère. Elle a dit que Michael travaillait dur pour assurer notre foyer, qu'il ne demandait que respect et bonnes notes, et que je n'étais même pas capable de faire ça. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour être une balance. Puis elle a dit la chose qui m'a vraiment marqué, je vais t'envoyer vivre ailleurs parce que, visiblement, tu ne sais pas ce que c'est que les vrais problèmes. Tu veux faire comme si tu étais maltraité? Très bien. Va vivre avec quelqu'un qui l'est vraiment. Elle me parlait comme si j'étais un objet cassé dans sa maison et qu'elle devait s'en débarrasser. Comme si j'étais l'élément perturbateur de sa vie, et pas l'homme qui avait laissé des bleus sur son enfant. Je suis resté assis sur mon lit, soudain, j'ai compris. Lorraine ne choisirait jamais Michael par rapport à moi, parce que si elle admettait qu'il avait tort, elle devrait admettre qu'elle avait regardé la scène sans rien faire. Et elle ne ferait pas ça. Elle préférait me perdre plutôt que ça. La semaine suivante a été pire. Angela est revenue le lundi suivant avec l'officier pour interroger Michael directement. Et là, Michael a fait son numéro. Calme, poli, concerné. Il a dit qu'il était un disciplinaire, pas un agresseur. Il a prétendu qu'il m'avait attrapé par l'épaule, pas par la nuque. Que l'incident de la commode était un accident, que je bougeais alors qu'il essayait de me calmer. Que la PlayStation était tombée pendant la dispute et qu'il était désolé qu'elle soit cassée, mais que je ne devais pas être aussi dépendant des jeux vidéo de toute façon. Il a rajouté quelques lignes sur son désir de faire de moi un homme qui réussit. Voici le truc, les enquêteurs du DCS entendent exactement le même discours de la part de chaque parent abusif qui se fait prendre. Angela n'a pas mordu à l'hameçon. Elle avait déjà mes blessures au dossier, les contradictions entre les versions, et les notes du conseiller d'orientation sur le schéma de contrôle et d'intimidation. Sans oublier le fait qu'un homme adulte avait physiquement posé ses mains sur un mineur et laissé des marques. Angela a transmis le dossier à l'IMPD et un inspecteur spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs a ouvert une enquête formelle. Cet inspecteur m'a interrogé séparément, a examiné les photos et les conclusions d'Angela, et a transmis le tout au bureau du procureur du comté de Marion. Le procureur a signé un mandat d'arrêt à la fin de cette deuxième semaine. Michael a été arrêté au travail un mercredi après-midi. Je n'étais pas là, mais Lorraine m'a appelé à l'école en pleurs, en hurlant que j'avais détruit leur vie. Le conseiller d'orientation a dû me prendre le téléphone des mains parce qu'elle ne s'arrêtait pas. Angela m'a raconté plus tard que, quand les policiers sont arrivés, Michael a essayé de jouer les durs, demandant s'il pouvait finir son service. Ils ont dit non. Ses collègues l'ont vu sortir, encadré par 2 officiers.
Je parie que ça l'a bouffé encore plus que les charges elles-mêmes. Michael a été inculpé pour coups et blessures et intimidation. Il a été mis en garde à vue, puis libéré le lendemain après avoir payé sa caution. Une ordonnance de non-contact a été émise, ce qui signifiait qu'il n'avait pas le droit de m'approcher, donc soit il partait, soit je partais. Devinez qui Lorraine a envoyé faire son sac? La nuit où Michael a été libéré, Lorraine m'a fait asseoir et m'a dit que je devais aller vivre ailleurs pendant un moment, le temps que les choses se calment. Elle n'a pas dit où. Elle n'a proposé aucune aide pour organiser quoi que ce soit. Elle a juste dit que je rendais le foyer dangereux en restant là, puisque Michael ne pouvait pas rentrer tant que j'étais présent. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit et j'ai fixé mon téléphone pendant 30 minutes. Puis j'ai appelé Lucas. C'était la première vraie conversation que nous avions depuis des mois. Lorraine avait si bien réussi à tout contrôler que Lucas pensait sincèrement que la vie à la maison était normale. Quand il a décroché, il a semblé surpris de m'entendre. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai tout déballé, le test, Michael hurlant, la PlayStation, ma nuque, ma lèvre, la commode, la ceinture, tout. Lucas n'a pas interrompu. Il n'a pas fait de « Attends, quoi ?» toutes les 2 secondes. Il a juste écouté. Quand j'ai fini, il y a eu un silence de 5 secondes. Puis il a dit 4 mots, « Fais ton sac ce soir ». Il a ajouté qu'il serait là le lendemain matin. De ne pas m'inquiéter pour l'école ou la logistique, il s'en chargerait. Juste de mettre mon téléphone en silencieux et d'essayer de dormir. J'ai rempli un sac de sport avec des vêtements, mes affaires d'école, mon chargeur et quelques objets personnels. Je l'ai caché sous mon lit, je ne voulais pas que Lorraine pose des questions. J'ai mis mon réveil à 6h et, par miracle, je me suis endormi vers minuit. Le lendemain matin, Lucas est arrivé à 7h15 avec son pick-up. Il n'a pas envoyé de message, il n'a pas appelé Lorraine, il a juste débarqué. J'ai entendu la sonnette, mon estomac s'est noué parce que je savais que Lorraine allait entrer en scène. Et effectivement, elle a ouvert la porte et a immédiatement adopté son mode « mère aimante ». Lucas, chéri. Oh mon Dieu, quelle surprise. Entre, je vais faire du café. Sourire aux lèvres, voix qui monte d'une octave. Performance totale. Lucas n'est pas entré. Il est resté sur le porche et a dit « Je suis là pour Dany ». Le visage de Lorraine s'est figé. Son sourire s'est évaporé. Elle a dit que Dany allait bien, que tout ça était un malentendu. Que Michael essayait juste d'être un bon beau-père et que j'avais surréagi. Que le DCS exagérait tout. Que j'étais dramatique. Lucas l'a coupé. Il n'a pas crié. Pas de discours. Il a juste dit, j'ai vu les bleus sur les photos que Dany a prises. Je lui ai parlé. Je ne suis pas là pour débattre. Je suis là pour le récupérer. Et oui, j'avais pris des photos des marques sur mon propre téléphone la nuit même. Je les avais envoyées à Lucas la veille. Donc, quand Lorraine a essayé l'angle du « il exagère », Lucas avait les preuves. Lorraine a essayé d'autres choses. Elle a dit à Lucas qu'il ne comprenait pas toute l'histoire. Que Michael s'était déjà excusé. Qu'elle avait besoin de son fils. Que diviser la famille allait gâcher ma vie. Lucas l'a regardé et a répondu que ma vie était déjà en train d'être gâchée. Je suis descendu avec mon sac. Lorraine m'a regardé comme si je lui avais planté un couteau dans le dos. Mais c'est ça le truc, elle n'était pas blessée parce que je partais, elle était furieuse de voir à quel point je la faisais paraître mauvaise. Voici ce qui se passait juridiquement. Lucas avait déjà appelé Angela la veille. Il avait expliqué la situation, Lorraine me mettait à la porte, Michael avait une ordonnance de non-contact et voulait demander la garde temporaire. Angela a guidé Lucas à travers le processus de placement en famille élargie. Dans l'Indiana, quand le DCS est impliqué, il préfère placer l'enfant chez un parent plutôt qu'en famille d'accueil. Comme Lucas avait 23 ans, un emploi, un appartement stable et un casier vierge, il était qualifié. Angela est passée plus tard dans l'après-midi avec la paperasse. Elle avait déjà lancé le processus après avoir parlé à Lucas. Vérification des antécédents, confirmation de son emploi et de son logement. Elle m'a réinterrogé brièvement, m'a demandé si je voulais rester avec Lorraine ou aller chez Lucas. J'ai dit, Lucas. Angela a précisé qu'il y aurait une visite de suivi chez Lucas dans quelques jours pour finaliser, mais pour l'instant, je pouvais partir avec lui.
Lorraine a essayé de se battre. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord, que personne ne lui avait demandé son avis. Angela a été directe, compte tenu du dossier actif au DCS, de l'ordonnance de non-contact contre Michael et du fait que vous-même avez demandé à Danny de partir, le placement chez Lucas est la solution en vigueur. Lorraine pouvait contester ça devant le tribunal de la famille. Mais pour l'instant, c'était ainsi. Lorraine est restée sur le pas de la porte pendant que je mettais mon sac dans le pick-up de Lucas. Elle n'a pas dit au revoir, elle n'a pas fait de câlin, elle m'a juste fixé. Je me suis assis côté passager. Lucas a démarré. Nous avons quitté l'allée et j'ai regardé la maison devenir minuscule dans le rétroviseur. Il n'a rien dit pendant quelques minutes. Il a juste conduit, s'est arrêté au drive du Wendy's sur Washington Street sans demander et nous a pris des sandwichs petit déjeuner. J'ai tout mangé. Le premier repas en 2 jours qui ne m'a pas fait mal à l'estomac. Je n'ai pas pleuré. Trop fatigué pour ça. Mais je savais que quelque chose avait changé. La partie de moi qui voulait encore que cette maison fonctionne venait de lâcher prise. Je ne retournerai jamais là-bas. L'appartement de Lucas, près de Beach Grove, n'était pas grand. 2 chambres, une salle de bain et une cuisine ouverte sur un petit salon. La moquette était ce beige standard d'appartement, et les murs étaient blancs, nus. Ça sentait le café et le liquide vaisselle. C'était calme. C'est tout ce qui comptait. La première chose que Lucas a faite, c'est d'aménager la chambre d'amis pour moi. Il l'avait vidée la veille. Il a déplacé ses outils et son équipement dans le placard et a mis un matelas par terre avec des draps propres. Il a promis d'acheter un vrai cadre de lit avant le week-end. Il a dit, c'est ta chambre maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Pas de règles bizarres. Personne pour me faire un sermon sur la vaisselle. J'avais une chambre, je pouvais fermer la porte, et c'était très bien pour tout le monde. Les premiers jours ont été une période d'ajustement. Lucas commence tôt le matin, donc l'appartement était tranquille. Je me réveillais, mangeais des céréales, et il me déposait à l'école sur le chemin du travail puisque sa tournée passait par mon secteur. Ça ajoutait peut-être 10 minutes à son trajet, ce qui, selon lui, n'était pas grave. Je mettais mes écouteurs, je regardais par la fenêtre et je respirais. Madame Brennan a pris de mes nouvelles quand je suis revenu à l'école ce lundi-là. Elle a juste demandé comment j'allais et a rappelé que sa porte était toujours ouverte. Le conseiller d'orientation a mis en place un rendez-vous hebdomadaire, que j'ai accepté surtout parce que ça me permettait de sortir de l'étude. Lucas était pragmatique. Le premier week-end, il s'est assis avec moi et a dit, voilà comment ça marche, tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu gardes ton espace propre, et tu me parles si quelque chose ne va pas. C'est tout. Pas de jeu, pas de piège, pas de marche sur des œufs dans ma propre maison. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois en sécurité. C'était tout. Michael, pendant ce temps, gérait le système judiciaire. Sa première comparution a eu lieu quelques semaines après l'arrestation. Il avait un avocat commis d'office et a plaidé non coupable, ce qui est standard. L'ordonnance de non-contact a été maintenue. Il vivait à nouveau à la maison avec Lorraine puisque je n'étais plus là, donc pas de conflit, mais l'affaire avançait. Le procureur avait ma déposition, le rapport d'Angela, les photos, le témoignage de Madame Brennan et les notes du conseiller. Sa défense du « père strict mais aimant » allait avoir du mal à survivre à tout ça. Le tribunal a fixé une conférence pré-procès quelques semaines plus tard. Son avocat a essayé de faire réduire les charges, arguant que c'était un incident isolé et que Michael était un membre de la communauté, en règle. Le procureur a répliqué en pointant le schéma comportemental mis en évidence par l'enquête du DCS. Le juge a maintenu les charges. Pendant tout ce temps, Lorraine a lancé sa campagne de culpabilisation. Elle appelait Lucas à des heures impossibles, parfois en pleurs, parfois furieuse, parfois les deux. J'étais ingrat. Elle avait tout sacrifié pour moi. Lucas encourageait ma rébellion en m'accueillant. La famille volait en éclats et c'était entièrement ma faute. La même chose en boucle. Elle m'envoyait des textos aussi. De longs paragraphes à 23 heures sur le fait que j'avais brisé son cœur et qu'elle ne m'avait pas élevé pour que je me retourne contre ma famille. Elle rappelait des souvenirs, des anniversaires, des vacances, des moments où elle restait éveillée pour m'aider sur des projets scolaires. Comme si ces souvenirs devaient annuler ce que Michael avait fait.
comme si le fait d'être gentil parfois empêchait d'être la personne qui a regardé son enfant se faire blesser sans rien faire. Oui, on peut être les deux. Lucas m'a dit que je n'étais pas obligé de répondre si je ne voulais pas. Que je pouvais garder la porte ouverte si je le choisissais, mais que je ne lui devais rien juste parce qu'elle était contrariée. J'ai commencé à répondre de moins en moins. Puis j'ai arrêté. Ça ne l'a pas arrêté, elle. Une nuit, elle m'a laissé un message vocal qui commençait par cette voix douce et tremblante, « Bébé, tu me manques tellement. Je veux que tu rentres. On peut réparer ça. » Puis, à la moitié, le ton a changé. Elle a commencé à dire que je regretterais de l'avoir humiliée, qu'elle pouvait rendre l'arrangement de garde très difficile, et que je finirais par revenir en rampant. Je l'ai fait écouter à Lucas. Il l'a enregistré et l'a transféré à Angela. Les semaines sont devenues une routine. École, devoirs, dîner avec Lucas, un film ou ce qu'il y avait à la télé. Des trucs normaux, ennuyeux. Et honnêtement, pour la première fois depuis des années, l'ennui était incroyable. Je ne scannais plus la pièce en rentrant chez moi. Je n'avais pas à écouter le bruit de la maison pour deviner l'humeur du jour, ou à calculer s'il était sûr de laisser mon sac sur le comptoir. J'ai même commencé à cuisiner un peu, des œufs brouillés, des pâtes, ce genre de trucs que Lucas m'a montré. Il disait que tout homme devrait savoir se nourrir sans micro-ondes. Et il a raison. Ça faisait du bien d'être dans une cuisine sans attendre que quelqu'un n'explose. Un soir, Lucas est rentré du travail couvert d'isolant de grenier, ressemblant à quelqu'un qui avait perdu un combat contre un monstre en fibre de verre. Il a pris une douche, est ressorti, et a juste demandé si on voulait commander une pizza. C'est comme ça que les maisons normales fonctionnent, apparemment. Je vivais, tout simplement. Et pour la première fois, ça ne me semblait pas terrifiant. L'affaire de Michael continuait de moudre dans le système. La conférence pré-procès a été repoussée une fois à cause de problèmes d'agenda. Son avocat est finalement revenu avec une proposition de plaider coupable du procureur, accepter une probation surveillée, suivre un programme de gestion de la colère et maintenir l'ordonnance de non-contact pendant toute la durée. S'il violait ne serait-ce qu'une condition, l'accord serait annulé et il ferait face aux charges initiales plus toute nouvelle inculpation. Michael a accepté l'accord. Angela me l'a annoncé lors d'un appel de suivi. Elle a dit que la condamnation était maintenant sur son casier judiciaire. Que l'ordonnance de non-contact resterait active jusqu'à mes 18 ans ou jusqu'à ce qu'un juge décide de la lever. Elle a dit que je m'en sortais très bien et que Lucas faisait du bon boulot. J'ai ressenti un soulagement immense, comme si je pouvais enfin arrêter de retenir mon souffle. Maintenant, laissez-moi vous raconter la meilleure chose qui soit arrivée. Mon anniversaire était en mars. Lucas n'en a pas fait tout un plat, ce que j'ai apprécié. Ce n'est pas le genre à organiser des fêtes. Il m'a acheté un gâteau au supermarché, m'a dit de faire la grasse matinée si je voulais. Je me suis réveillé à 10 heures. Quand je suis allé au salon, il y avait un carton sur la table de la cuisine, pas emballé, juste posé là, dans sa boîte d'expédition avec le scotch Amazon toujours dessus. Lucas buvait son café et scrollait sur son téléphone comme si c'était un matin tout à fait normal. J'ai ouvert, et c'était une toute nouvelle PlayStation, avec 2 manettes. Il avait même pris une copie du jeu auquel je jouais avant que Michael ne transforme mon ancienne console en décoration murale. Je suis resté là, debout, une seconde. Je ne savais pas quoi dire. Lucas a levé les yeux, « Tu vas la regarder ou tu vas l'installer ?» C'était sa version de « Joyeux anniversaire ». Pas de carte, pas de discours, juste « Voici la chose que tu as perdue, je l'ai remplacée ». Ça a compté plus pour moi qu'il ne pourra jamais le savoir. Je l'ai installé dans ma chambre et j'ai joué pendant 4 heures d'affilée. Lucas est même passé à un moment donné et m'a regardé jouer un peu, appuyé contre l'encadrement de la porte avec son café. Il n'a pas essayé de se joindre à moi, ni de demander comment fonctionnaient les commandes. Il est juste resté là 1 minute, puis est reparti à la cuisine. Le meilleur anniversaire depuis des années, peut-être le meilleur de ma vie. 2 semaines plus tard, Lorraine a débarqué. Elle n'avait pas appelé. Elle est apparue devant la porte de Lucas un soir de semaine, avec l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés et elle tenait son sac à main des 2 mains, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'écrouler. Lucas a ouvert la porte et immédiatement sa posture a changé. Il ne s'est pas écarté pour la laisser entrer. Il est resté sur le seuil comme un rempart.
Elle a commencé à parler avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle devait nous parler. Que c'était important, que les choses avaient changé. Lucas l'a laissée entrer, mais seulement dans le salon. Elle s'est assise sur le bord du canapé comme si elle ne se sentait pas la bienvenue, parce qu'elle ne l'était pas. Puis elle a lâché cette bombe, elle était enceinte de 2 mois. Elle a dit que Michael gérait toujours ses problèmes juridiques et ne pouvait pas occuper certains postes à cause de la condamnation. L'argent était serré. Elle avait peur. Elle avait besoin de sa famille. Elle avait besoin que nous la soutenions à travers ça. Je l'observais et je voyais exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une mère qui venait renouer avec ses fils. Elle savait que la grossesse nous ferait sentir coupables. Elle savait que ça déclencherait cet instinct de protection familiale. Elle utilisait un bébé qui n'était même pas encore né pour nous culpabiliser et nous faire revenir dans sa vie. Lucas l'a vu aussi. Il l'a laissé finir puis a dit, « C'est entre toi et Michael. Ce n'est pas notre responsabilité. » Son visage s'est effondré. Elle a commencé à pleurer. Elle a traité Lucas de cruel. Elle lui a dit qu'il tournait le dos à sa propre mère. Que j'avais besoin d'elle. C'est là que j'ai dit quelque chose. Je lui ai dit qu'elle avait cessé d'être ma mère la nuit où elle a regardé Michael m'attraper sans rien faire. Elle m'a alors traité de « balance » parce que j'avais dit la vérité. Ensuite, elle m'avait mis à la porte pour que son mari puisse rentrer. Je lui ai dit que c'était à ce moment-là que j'avais cessé de la voir comme ma mère. Lorraine est restée assise avec des larmes coulant sur son visage. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Lucas s'est levé, est allé jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte et est resté planté là. Lorraine m'a regardé une dernière fois, comme si elle attendait que je retire ce que j'avais dit. Je ne l'ai pas fait. Elle a attrapé son sac, s'est levée et est partie. Lucas a fermé la porte, est revenu dans le salon et s'est assis à côté de moi. Aucun de nous n'a rien dit pendant 1 minute. Puis Lucas a pris la télécommande. « Tu veux regarder quelque chose ?» Et c'est ce qu'on a fait. On est resté là à regarder un film d'action quelconque. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Je vis toujours avec Lucas. Le placement en famille élargie a été officialisé par le tribunal et Lucas a la garde légale temporaire. Le DCS vérifie de temps en temps, et tout se passe bien. Mes notes ont même augmenté ce semestre. Michael a plaidé coupable et a une condamnation à son casier. Il est en probation surveillée avec des cours de gestion de la colère, et l'ordonnance de non-contact reste active jusqu'à mes 18 ans. D'après ce que j'ai entendu, il a beaucoup de mal à trouver du travail. Je ne m'en sens pas coupable. Lorraine ne m'a pas contacté depuis cette soirée chez Lucas. Elle appelle encore Lucas parfois, mais il fait court. Je n'ai rien à lui dire pour le moment. Peut-être que ça changera, peut-être pas. Je ne sais pas, honnêtement. Madame Brennan prend toujours de mes nouvelles à l'école. Je ne crois pas l'avoir remerciée correctement pour ce qu'elle a fait. Je devrais probablement le faire. Si vous lisez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous ne surréagissez pas. Et ce n'est pas votre travail de garder un adulte calme. Aussi, trouvez cette seule personne qui sera là pour vous, concrètement. Si vous avez aimé cette histoire, merci de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires meilleures et plus nombreuses. Merci.